j'ai pas de diplôme, j'ai pas de référence. On perd subitement finalement tous les amis et toute l'espérance qu'on avait en soi et on se retrouve seul face à la vie. C'est pas évident parce que à ce moment-là de mon existence, je suis très très jeune, donc je suis pas armé pour affronter les difficultés. Donc je ressens l'échec comme une injustice. Et plus tard, je comprendrai avec le temps que ça a été une formidable bénédiction parce que ça m'a permis d'avancer sur le chemin de la vie, de comprendre quelles étaient les valeurs et les principes suprêmes et ce qui allait me permettre ensuite vraiment de m'intéresser aux choses essentielles de la vie. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Je reçois aujourd'hui Badis Diab. Bienvenue sur Beurre FM, Badis. Bonjour Philippe. Vous venez nous parler de Agir pour exister au service de l'action humanitaire. C'est aux éditions Spinel, c'est votre premier livre. Et Agir pour exister, c'est aussi le dernier mot de votre livre. Le livre d'un homme avant tout optimiste, un éternel optimiste, ce que vous êtes. Vous portez le prénom d'une figure emblématique de la ville de vos parents, Constantine. Abdelhamid Ben Badis, le fondateur de l'association des oulémas algériens, figure emblématique du mouvement réformiste musulman en Algérie. D'ailleurs, le 16 avril en Algérie, il y a une journée qui lui est consacrée, la journée de la science qui honore sa mémoire. Qu'est-ce que vous avez de lui ? J'ai sa culture, ce qu'il a laissé, l'empreinte qu'il a laissée, c'est-à-dire déjà dans un premier temps de ne pas oublier en tant que peuple autochtone algérien qu'on appartient à l'histoire des Berbères, qu'on appartient à l'histoire des Arabes et qu'on appartient également à l'histoire de l'islam. Et cet enseignement qui en tout cas qui m'a transmis à moi, c'est vraiment de savoir qui j'étais. Ça m'a permis déjà de me construire, moi qui avais grandi en France, finalement loin de mon pays d'origine. J'avais ce problème identitaire, j'avais besoin de me reconstruire, j'avais besoin de m'identifier à certaines valeurs et à certains principes. Et c'est vrai que découvrir un homme comme Abdelhamid Ibn Badis, qui en plus de cela est originaire de ma propre ville, à Constantine, ça a été vraiment une belle rencontre identitaire et ça a été la première rencontre, en tout cas intellectuelle, qui m'a permis d'avancer sur le chemin de la vie. Alors, l'identité, c'est un des thèmes de votre livre. Vous dites que l'identité n'est pas donnée une fois pour toutes, mais qu'elle se construit et se transforme tout au long de l'existence. Vous êtes né dans le sud de la France. C'est ça, à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Voilà, vous avez grandi dans un quartier, comme on appelle, populaire, la Monnaie. Ou défavorisé. Ouais. Oui, on grandit dans un quartier où en fait on n'est pas mêlé au reste de la société française. C'est une société qui est scindée en deux, avec d'un côté la classe sociale habituelle, la France profonde, et d'un autre côté cette France de la périphérie, cette France de l'autre côté de la Méditerranée, où en fait je me retrouve à grandir avec des personnes turques, tunisiennes, marocaines, algériennes. Et bizarrement, j'ai aucun ami catholique, j'ai aucun ami, on va dire, français de souche, comme on peut le dire. Et déjà, je trouve que c'est un problème en soi. Et c'est ensuite, sur le chemin de la vie, quand je découvre le centre de formation à 15 ans, où je suis confronté à une diversité des origines et que je comprends que je vivais finalement une injustice. Un enfant de la République française, écrivez-vous, plongé dans la profondeur de la mondialisation. Nous ne savions rien du monde extérieur car nous étions construits un quotidien à l'écart de la société civile, là où les citoyens parlaient français, arabe, turc, arménien, espagnol ou portugais. Et vous dites, très tôt, j'ai eu conscience que j'étais un citoyen de seconde zone. Oui, c'est ça, citoyen de seconde zone, c'est-à-dire on était clairement exclués de la République et de l'espace public, tout simplement. C'est-à-dire qu'on était invisible. On a une époque où les réseaux sociaux n'existent même pas, Internet n'existe même pas. Et donc personne ne sait ce qu'on vit, personne ne connaît la douleur de nos quotidiens. Et finalement, on ne sort même pas de nos quartiers. On reste dans nos quartiers, entre nous. Et on essaye de s'exprimer avec les moyens qu'on a. Et généralement, il y a deux moyens principaux, comme vous le savez, le sport d'un côté et le milieu artistique de l'autre. Vous aviez une revanche à prendre. Sur qui vous vouliez la prendre, cette revanche ? Sur mon histoire, déjà, parce qu'avant même d'être un citoyen de seconde zone de la République française, je pense que j'étais d'abord un citoyen algérien, avec une histoire, avec une injustice qui avait été faite à mon peuple. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai grandi avec cette injustice perpétuelle, cette injustice qu'on ne reconnaissait pas déjà, dans un premier temps, puisque à l'école, on m'en parlait pas trop. Et puis, parce que j'avais l'impression de ne pas être reconnu à ma juste valeur au moment où j'essayais de m'exprimer en France. Vous dites que vous considérez Badis comme un Algérien résident en France et non pas comme un Franco-Algérien. L'Algérie, c'est ma vie et mon histoire. La France, quant à elle,
n'est qu'une terre économique, rien de plus. Non, je pense pas avoir dit les choses parce que je pense pas que c'est sur mon livre. D'ailleurs, je pense que c'est une citation peut-être qui a été sortie d'une interview. Non, je pense pas que c'est simplement. J'ai la suite de la citation qui est dans votre livre. Hein. Je suis un Algérien né dans l'Hexagone. La France m'a élevé et accordé l'intelligence de l'esprit. L'Algérie, quant à elle, m'a appris ce qu'était l'amour et la lutte pour le droit à la vie et à l'égalité. Je suis un amoureux des lettres d'Antoine de Saint-Exupéry, tout comme je suis de l'immense profondeur de Abdelhamid Ibn Badis, dont on parlait à l'instant. Mais finalement, vous êtes un Algérien qui vit en France. Je suis un Algérien qui vit en France. Ce qui m'empêche pas... alors, il faut différencier deux choses. C'est-à-dire que en tant qu'Algérien vivant en France, je suis pas dans une lutte contre la France. C'est-à-dire que je vis très bien dans ce pays et je pense être une plus-value pour la société française en tant qu'étranger, même si je possède le passeport français. Mais l'identité, comme vous le savez, elle est propre à chacun. Et à partir de ce moment-là, si j'ai le droit de choisir mon identité, je pense avoir le droit de considérer que je suis un Algérien et que je resterai finalement un Algérien jusqu'à la fin de ma vie sur la terre de la République française. Même si vous dites que finalement votre pays c'est l'Afrique. Oui, de manière générale, c'est ça. Mais d'ailleurs, je vais plus loin. Hein. Vous allez voir dans le livre, j'explique que mon identité, au fil du temps et au fil des voyages, elle s'est vraiment diversifiée et elle s'est identifiée à plusieurs pays, à plusieurs régions et à plusieurs cultures, parce que c'est toutes ces cultures-là qui m'ont permis aujourd'hui de grandir et de devenir l'homme que je suis. Alors, à quel moment est-ce que vous décidez de devenir footballeur ? Je pense pas que je décide de le devenir, Philippe. Je pense que ce qui se passe, c'est comme je le disais précédemment, quand on grandit dans un quartier défavorisé, on a très peu de moyens d'expression. Et donc, du coup, finalement, le football s'offre à moi naturellement. Et puis, sans le savoir, je suis recruté très jeune. Donc, je débarque dans un centre de formation sans forcément le vouloir, sans l'avoir demandé, parce que j'ai jamais eu ce rêve de devenir footballeur. Comme je le disais tout à l'heure, on est à une époque où les réseaux sociaux n'existent même pas. On ne sait même pas ce que c'est la vie d'un footballeur professionnel. Et donc, on joue par plaisir. Et finalement, le plaisir m'a propulsé dans une autre dimension, celui de vouloir devenir footballeur professionnel. Alors, vous partez donc au centre de formation de l'AS Saint-Étienne, aux côtés de Fawzi Goulam. Vous signez ensuite votre premier contrat pro en Algérie. Vous avez joué pour le Mouloudia Olympique de Constantine. C'est ça. Et alors, vous n'en gardez pas des bons souvenirs ? Non. Non, pas du tout. Déjà parce que c'est ma première expérience entre guillemets à l'étranger. Même si je reviens dans mon pays, c'est la première fois que je découvre mon pays, mais vraiment dans sa diversité sociale. Et c'est la première fois que j'y vais, et pas seulement pour des vacances, que j'y reste, que j'y vis. Et donc je suis confronté à la vie sociale d'un citoyen algérien ordinaire. Et donc du coup, je suis confronté à la pauvreté, même en tant que footballeur. Et parallèlement à ça, je suis confronté au manque de professionnalisme du football algérien, qui à l'époque n'était même pas encore reconnu comme professionnel. Il passe officiellement professionnel l'année d'après. Et donc, du coup, je découvre les salaires impayés. Je découvre la difficulté de jouer dans un championnat comme celui-là. Ça n'a pas été évident, surtout à 18 ans, parce qu'on n'est pas armé, parce qu'on est mal conseillé. Et à partir de ce moment-là, c'est le début de la fin pour moi. Oui, mais même si vous avez continué dans votre carrière de footballeur dans de nombreux pays, vous êtes allé en Autriche par exemple. Oui, j'ai beaucoup voyagé en essayant de trouver Vous êtes allé à Los Angeles dans le club de Beckham. Donc vous avez roulé votre bosse quand même. J'ai essayé en tout cas. J'ai essayé. Après, ça n'a pas été évident parce que je cherchais des contrats qu'on ne m'offrait pas et parce que j'étais très mal conseillé et que parallèlement à ça, à partir du moment où on perd de la confiance en soi, et naturellement, physiquement, on perd nos capacités. Et donc, du coup, à 19-20 ans, je comprends que déjà, je n'ai même plus le physique pour continuer parce que déjà, dans la tête, ça n'allait plus. Et je commence déjà à me projeter sur l'après-carrière. Ouais, vous êtes trop court physiquement Trop court physiquement et même au niveau de la confiance parce que c'est vraiment dans la tête que se joue l'avenir d'un sportif. Et vous écrivez donc que vous avez investi une grande partie de votre adolescence dans un projet qui n'a pas abouti, donc vous comprenez finalement que le foot c'est pas une vocation, et là vous commencez à vous projeter dans l'après-foot, et là plus d'amis, plus d'argent, plus d'agents, back to reality comme on dit. Exactement. Donc là vous enchaînez les petits boulots. C'est ça, j'essaye de me découvrir, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de référence, on perd subitement finalement tous les amis et toute l'espérance qu'on avait en soi, et on se retrouve seul face à la vie. C'est pas évident parce que à ce moment-là de mon existence, je suis très très jeune, donc je suis pas armé pour affronter les difficultés. Donc je ressens l'échec comme une injustice
Et plus tard, je comprendrai avec le temps, finalement, que ça a été une formidable bénédiction parce que ça m'a permis d'avancer sur le chemin de la vie, de comprendre quelles étaient les valeurs et les principes suprêmes et ce qui allait me permettre ensuite vraiment de m'intéresser vraiment aux choses essentielles de la vie. Alors, vous rencontrez un jour un de vos mentors, il s'appelle Marco Kirdemir. C'est un agent de football espagnol, d'origine turque. Ouais. Qu'est-ce qu'il a vu chez vous que les autres n'avaient pas vu ? Je pense qu'il a vu quelque chose d'humain. Avant de voir une rentabilité économique ou un partenariat éventuel, je pense qu'il a vraiment vu quelque chose d'humain parce que ça a été mon ami avant même de devenir un partenaire. Et finalement, il m'a permis de revenir dans le milieu du football, mais sur un tout nouvel aspect. Et ça a été vraiment très intéressant parce que j'avais pas forcément la légitimité de revenir, même en étant ancien footballeur, parce que j'avais pas de background. Et il m'a quand même permis de revenir dans le métier du football, de me relancer dans ce qu'on appelle le football consulting. Et je pense que grâce à lui, j'ai compris que je voulais plus jamais revenir dans le prolétariat français. Lui, c'est un agent de footballeur, c'est ça ? C'est l'un des meilleurs agents de footballeurs, puisque c'est le premier agent qui fait venir des stars internationales du championnat espagnol en Turquie. Donc d'ailleurs, le premier joueur qui fait venir, c'est Guti. Ensuite, Roberto Carlos. Donc voilà, il fait venir les grands joueurs espagnols en Turquie et il fait connaître le championnat turc au monde entier. D'accord. Qu'est-ce qu'il vous apprend finalement du métier, du business d'agent de joueurs ? Il me permet déjà de voyager. Il me permet de voyager, de rencontrer beaucoup de gens, de prendre confiance en moi au moment où j'avais perdu énormément de confiance. Et le fait de me donner confiance comme ça, alors que tout le monde finalement m'avait presque finalement abandonné, ça m'a permis d'avancer, de prendre plusieurs années en l'espace de quelques mois. Et donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, ce qui m'a apporté Marco Kirdemir, c'est pas seulement sur le côté professionnel, c'est vraiment sur le côté humain. Et même aujourd'hui, avec mes activités humanitaires, je pense que sans Marco, j'en serais pas là aujourd'hui. Et vous a aussi aidé à construire un réseau. Exactement. Professionnellement, il m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire qu'il m'a permis de connaître un peu mieux l'univers du football, on va dire du football business en soi. Ça m'a permis de connaître comment fonctionnait ce métier-là. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'à partir du moment, au bout de 2 ans de collaboration avec lui, j'ai décidé de lancer ma propre structure parce que j'avais envie de devenir mon propre patron, tout simplement. Alors, votre structure, elle s'appelle Galactic France. C'est ça. Donc, quel est le cœur d'activité de Galactic France ? Alors, ce qui est intéressant avec Galactic France, c'est que le but, en fait, au départ, c'était vraiment de concilier une rentabilité financière, puisque c'était une société, et je m'en cache pas forcément, mais c'était aussi d'allier l'aspect social, c'est-à-dire de revenir à la base du football et de m'occuper des footballeurs amateurs, des gens, des millions de jeunes qui finalement sont seuls face à leur destin, ont envie de devenir footballeurs, mais n'ont pas d'écoute, n'ont pas de conseils. Et donc, du coup, l'idée, c'était de revenir vers eux et de leur apporter des conseils sur le plan physique, le plan mental, discuter avec eux, comprendre quelles étaient leurs aspirations et savoir finalement, est-ce qu'ils étaient faits pour être footballeurs ou pas. Vous venez agent de joueurs non professionnels. Pas agent, on va dire conseiller. Conseiller. Ouais. Agent, c'est quelqu'un qui cherche à placer des joueurs d'un club à un autre et qui cherche à avoir une commission. Nous, on était plus dans un rôle de conseil, comme tu peux trouver un avocat qui est là dans un rôle de conseil, simplement. Tiens, j'ai trouvé une punchline dans votre livre. L'ambition est le dernier refuge de l'échec. C'est ça. Et c'est parce que finalement, vous avez échoué que vous en êtes là aujourd'hui. Je pense que quand on arrive tout en bas, on ne peut que remonter. Et donc, du coup, à ce moment-là, c'est quand on arrive tout en bas qu'on comprend à quel point l'ambition a un pouvoir extraordinaire sur un individu. Comme dit Félag, on peut aussi continuer à creuser et trouver du pétrole. C'est possible. Ça peut, ça dépend où on creuse. Alors, on va écouter Diams avec une chanson qui est moins connue. Ça s'appelle « Si c'était le dernier », chanson un petit peu... chanson de testament presque quand on l'écoute, mais en tout cas c'est une chanson qui est une source d'inspiration pour vous. Vous avez 18 ans quand vous entendez parler d'humanitaire dans cet album-là. Et en quoi est-ce que cette chanson a été une source d'inspiration pour vous ? Parce que j'étais à un moment très difficile déjà pour ma carrière, où tout se passait très mal, où je me posais des questions déjà sur mon rôle sur Terre. Et Diams sur cet album où elle me parle d'humanitaire, où je vois une personne qui est arrivée tout en haut de l'échelle sociale et qui finalement remet au centre de ses intérêts, de sa vie, ses valeurs et ses principes. Et donc ça m'a profondément marqué. Et on sait moins qu'elle avait lancé un projet qui s'appelait Big Up Project. Big Up Project, pour les enfants africains, effectivement. Alors la grand-mère du rap français, je sais pas, mais allez, moi je mets un billet qu'elle va revenir. Non, je pense pas. Moi je mets un billet. Je pense que si elle voulait revenir, elle serait revenue depuis longtemps, je pense.
Je sais pas, moi je mets un billet. Je sais pas sous quelle forme, mais je pense qu'elle va revenir. Il va falloir qu'on parie alors. Hein ? Il va falloir qu'on Je parie. vous ai dit, je mets un billet. Et vous ? Ouais, je suis prêt à mettre un billet aussi. On met un puits, tiens. Pourquoi pas ? Non, on parie pas. Non, mais je pense qu'elle a envie. Et qu'elle a des choses à dire, en fait, aujourd'hui. Et quand on voit la modernité des textes... Oui, après moi j'aurais pensé qu'elle allait revenir, mais surtout sous un autre aspect, plutôt sous l'aspect de l'écriture. Alors moi je pense sur un autre aspect. Voilà. Je pense pas à l'écriture, mais parce qu'elle l'a déjà fait, elle est déjà revenue. Oui, elle est revenue avec l'écriture, mais en tout cas pas avec la musique, je pense pas. Je pense pas qu'elle va revenir avec un nouvel album. Non, peut-être pas sur la musique, mais c'est pas ce que je vous dis. Mais je pense on va réentendre sa voix sous une forme. Ça serait bien. Sous une forme quelconque dans les quelques mois qui viennent. En tout cas, Mélanie, c'est une des personnes qui a compté pour vous, une source d'inspiration que vous citez à de nombreuses reprises dans votre livre. C'est ça. Alors on parlait de Galactique France, vous montez votre première fondation humanitaire qui porte votre nom d'ailleurs. Elle faisait quoi cette fondation ? Alors au départ, dans le contexte, ça se fait, on est en juillet 2016 et je me retrouve par rapport à mon travail donc de recruteur, je me retrouve au Ghana, en Afrique, à Tamale, au nord du Ghana. Donc je suis là pour superviser des talents. Donc j'y reste. Vous allez pour le foot, en fait. J'y allais pour le foot, en fait, simplement pour superviser certains talents du club de Tamale. J'y reste pour une semaine. J'ai 2 ou 3 sessions de recrutement. Et puis tout le reste de la semaine, j'ai absolument rien à faire. Et donc je me mets à me promener dans les bidonvilles de Tamale. Et c'est là où je découvre pour la première fois de ma vie ce qu'on peut appeler l'extrême pauvreté ou alors la misère. Et pour moi, c'est un choc psychologique, même si j'ai vécu en Algérie, même si j'ai connu les quartiers défavorisés en France. La misère de l'Afrique noire, c'est une autre dimension encore. C'est la misère sous son aspect le plus authentique. Et donc, du coup, je décide de rentrer en France et de lancer une fondation. Mais parce que les gens sur place vont changer votre façon de voir les choses, en fait. Ils vont vous donner une grande leçon, ces gens. Totalement. Mais de toute façon, les meilleures leçons que j'ai, les leçons les plus importantes de ma vie, je les ai apprises dans ce type de région, que ce soit en Asie du Sud-Est ou alors en Afrique noire. Mmh. Qu'est-ce qui vont changer dans votre façon d'appréhender les choses et de faire de l'humanitaire, finalement ? Ils vont me permettre de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à des valeurs et des principes qui sont essentiels à mon épanouissement d'être humain, que je connaissais parce que j'avais commencé déjà à lire, donc je m'étais déjà intéressé à des textes religieux, au soufisme de manière générale aussi, et donc du coup j'avais déjà commencé à faire connaissance avec certaines valeurs et certains principes, mais c'est vrai que les voir de mes yeux en Afrique, voir la misère sociale, et voir quand même l'humilité qu'ont ces gens de vivre dans la précarité, la gentillesse qu'ils peuvent avoir malgré que le destin ne leur a pas souri, ça a été une leçon, parce que moi qui vivais dans le 9e arrondissement de Paris, quand je suis revenu, je me suis aperçu qu'on était dans une bulle, en fait. On était dans un monde tout à fait superficiel, qui n'est pas réel, et donc du coup ça a profondément changé l'homme que j'étais, alors même que j'étais très jeune et que j'étais en expansion au niveau professionnel. Ça m'a permis de prendre, on va dire, une nouvelle direction. Et vous découvrez que l'humanitaire, finalement, vous êtes fait pour ça. Je le comprends petit à petit, parce que d'abord, je m'essaye, je m'essaye à l'humanitaire, j'essaie de voir ce que je peux apporter. Donc, je lance une première fondation qui, au départ, devait être active simplement à Tamale, au Ghana, et de développer l'éducation des jeunes enfants africains en leur distribuant des fournitures scolaires, parce que je m'apercevais de l'incroyable impact que pouvait avoir la distribution de cahiers, de stylos dans la vie de ces jeunes enfants qui n'en avaient pas. Et puis, finalement, je me suis pris à aimer ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des besoins dans plusieurs régions d'Afrique de l'Ouest, et j'ai continué dans le sud de l'Algérie. Ensuite, ça a été le Burkina Faso, le Togo, le Bénin. Et finalement, je ne me suis pas arrêté pendant 2-3 ans comme ça, mais sans vraiment m'engager à temps plein. C'est qu'à partir de 2019 où je lance l'ONG Unity qu'on passe dans une autre dimension. Vous vouliez faire de l'humanitaire, mais vous vouliez casser les codes. Donc, qu'est-ce que vous vouliez changer dans l'humanitaire ? Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas dans la façon de faire de l'humanitaire, on va dire classiquement ? Tout ce qui est superficiel, en fait. Je voulais revenir à une forme d'authenticité. C'est-à-dire que, déjà, dans un premier temps, je voulais briser les barrières communautaires qu'on pouvait instaurer dans l'humanitaire. Je m'apercevais que des personnes, en fonction de leur religion, souhaitaient aider des populations
qui partageaient la même religion, donc des coreligionnaires. Ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter parce que je m'étais beaucoup intéressé à un homme comme l'abbé Pierre, par exemple, qui ne faisait aucune distinction entre les bénéficiaires, entre les malheureux, entre les personnes les plus défavorisées. Et je suis parti du principe que, en tant qu'être humain, n'importe quel être humain mérite d'être aidé, quelle que soit son origine, quelle que soit sa religion. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, je suis sorti des frontières, de mes propres frontières religieuses, de mes propres frontières identitaires, et même au niveau du continent africain, pour découvrir ce qu'était l'Amérique du Sud, pour découvrir ce qu'étaient les Antilles, ce que pouvait être l'Asie du Sud, et vraiment d'aller découvrir des régions, des populations de toutes religions différentes, pour leur apporter mon aide. Et c'est là où j'ai découvert finalement ce qu'on appelle l'humanitaire authentique. Alors, il y a une deuxième ONG ensuite qui s'appelle Unity, C'est ça. donc présente dans plus de 70 pays aujourd'hui. Vous êtes un fervent défenseur de ce qu'on appelle le revenu universel. Ouais. Bon, et vous dites que finalement c'est l'avenir de l'humanitaire et que Je crois. il faut donner ce revenu universel aux gens. On en a d'ailleurs parlé dans la dernière campagne présidentielle en France, puisque c'était Benoît Hamon qui le défendait pour la partie française, ce revenu universel. En gros, le revenu universel que vous versez en Afrique, c'est l'équivalent de 50 €. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est vers ça qu'il faut aller et que finalement c'est ce qui coûte le moins cher et qui est le plus efficace? Parce que avant d'être un fervent défenseur du revenu universel, je suis avant tout un fervent défenseur de l'autodétermination des peuples à décider par eux-mêmes ce qu'ils pensent être juste pour leur équilibre social. À partir de ce moment-là, je considère qu'une personne qui vit en Afrique, qui vit dans la misère absolue, elle mérite plus que de l'eau et du riz pour sortir de son état de précarité. D'ailleurs, on a vu que ça n'avait rien changé. Finalement, il y a des ONG humanitaires qui agissent, même les Nations Unies agissent sur les terrains les plus difficiles où la famine frappe clairement, comme au Yémen, comme en Somalie. Et on s'aperçoit finalement que ça n'a pas permis au peuple de sortir de leur état d'extrême pauvreté. Et puis, je voulais m'essayer à ce qu'on appelait le revenu universel, c'est-à-dire de laisser le droit à des individus de décider ce qui était bon pour eux pour sortir de leur précarité. Et donc, du coup, j'ai essayé j'ai lancé des campagnes de tests au départ sur une centaine de familles, principalement dans le district de Sironko, en Ouganda, donc près de la frontière kenyane. Et je me suis aperçu qu'ils arrivaient à sortir de leur état de précarité, en tout cas de leur état d'extrême pauvreté. Parce que le peu d'argent qu'ils arrivaient à générer grâce à ça, ils l'investissaient dans une activité agricole, dans une activité économique, et ce qui leur permettait ensuite de pouvoir générer des fonds plus largement et de sortir finalement de leur état d'extrême pauvreté. Et je pense que si j'aurais transféré du riz ou de l'eau ou des vêtements, ou des fournitures scolaires, ça n'aurait pas eu le même impact. Ce qui se fait aujourd'hui assez couramment. C'est ça. Donc, vous distribuez l'équivalent de 50 € à toutes les familles d'un village pour les 10 prochaines années. C'est ça, exactement. C'est ça l'esprit de l'action que vous menez. Exactement. Aujourd'hui, vous l'avez étendu à d'autres régions que ce district de Sironko en Ouganda? Non, parce qu'on n'a pas les moyens. Clairement, je vais être honnête avec toi, Philippe, on n'a pas les moyens aujourd'hui de s'étendre à travers tout l'Ouganda ou à travers toute la corne de l'Afrique. Mais c'est vrai que c'était déjà une première campagne de test, de voir si ça fonctionne. Aujourd'hui, je le vois à petite échelle, sur un village entier quand même, on parle de plus de 500 personnes, 100 familles, plus de 500 personnes, et on voit que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne pour 95% de ces familles. Après, bien évidemment, il y a toujours un petit pourcentage où ça ne fonctionne pas, mais la marge d'erreur, elle est toujours là, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, je vois clairement que ça fonctionne et que je pense que si on pourrait démocratiser le revenu universel, on en a clairement les moyens. Parce qu'on dit qu'il faudrait 80 milliards de dollars pour éradiquer la misère dans le monde. 80 milliards de dollars à l'échelle des nations les plus puissantes du monde, ça n'équivaut à absolument rien du tout. Ils peuvent débloquer ça avant la tombée de la nuit. On l'a débloqué en Europe pour justement relancer l'économie suite à la pandémie. Donc on a trouvé 500 milliards. Oui, mais je pense clairement que éradiquer la misère dans le monde n'est pas du tout un projet de société, en tout cas un projet de gouvernance des pays du Nord, ou en tout cas des pays puissants. Donc pour vous, une des pistes, c'est d'étendre le revenu universel et clairement pour pouvoir éradiquer la pauvreté. Clairement. Bien. Et quand vous en parlez aux autres assos, qu'est-ce qu'ils disent ?
Je pense que la grande majorité des associations, malgré le très beau travail qu'ils font sur le terrain, n'ont pas forcément d'objectif à long terme et ne cherchent pas à essayer de comprendre les problèmes locaux. Moi, je les comprends parce que j'ai énormément d'ambassadeurs sur place, j'ai un réseau qui est très très étendu et l'idée du revenu universel, d'ailleurs, c'est pas le mien, hein, ce sont des collègues à moi qui sur le terrain m'ont dit Badis, il faut lancer ça parce que je pense que ça va fonctionner. Aujourd'hui, je vous ai entendu parler d'un projet qui n'a pas été repris, c'est de faire une Silicon Valley en Algérie. Oui. Alors, en quoi ça consisterait et comment est-ce que c'est accueilli sur place finalement ? Vous vous adressez d'abord à qui ? Alors c'est un projet que je voulais lancer, mais il y a déjà plus de 2 ans. C'était bien avant le soulèvement populaire en Algérie. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Mais à l'époque, j'avais l'idée en fait d'indiquer aux entrepreneurs algériens qu'ils avaient la possibilité aujourd'hui localement de dynamiser l'économie. Comme on peut le voir en Inde, comme on peut le voir dans des pays en voie de développement, comme le Brésil. Et pour moi, je pensais qu'on avait vraiment les capacités, parce que l'Algérie s'est énormément développée, sur le plan de vue, en tout cas individuel, on le voit, il y a énormément de talent. Et ça me faisait mal au cœur de voir autant de jeunes Algériens comme ça déserter leur pays, de partir en Russie, en Angleterre, en France, au Canada, pour s'exprimer, alors même que l'Algérie était en voie de développement et qu'on avait besoin de ces talents-là pour s'exprimer. Donc du coup, voilà, c'était simplement... donc faire appel à la diaspora algérienne, où qu'elle soit, et les tronches, oui, et de faire une Silicon Valley à l'Algérie. J'avais soumis effectivement ce projet, mais voilà, c'était juste avant le soulèvement populaire, et puis après il y a eu des problèmes sociaux qui sont devenus une priorité. Mais ça serait possible, ça ? C'est possible, tout est possible. Je pense que tout est possible. On a vu des dynamiques comme ça dans plusieurs pays, même du Moyen-Orient par exemple. Donc je pense que c'est possible et je pense que notre histoire en Algérie nous a prouvé que tout est possible en tout cas. Mais c'est aussi pour faire fructifier le potentiel, quoi. Oui, bien sûr, mais il y a énormément de potentiel. Moi, je suis quelqu'un je le dis d'ailleurs dans mon livre, j'ai un chapitre entier qui parle de ça, de l'optimisme, qui pour moi est très très important. Et c'est très très important quand on est entrepreneur, qu'on soit un entrepreneur financier ou un entrepreneur social, c'est important pour moi de rester optimiste et d'essayer d'influer sur les populations et vraiment de dégager une dose d'optimisme et montrer aux gens qu'ils ont les qualités, ils peuvent faire quelque chose de leur vie. Moi, quand je vais en Algérie aujourd'hui, je vois cette désolation de voir autant de jeunes qui ont perdu foi en l'avenir. Et ça me gêne parce que notre histoire nous a prouvé que même dans les moments les plus terribles, on était capable de relever la tête et de créer un avenir commun. La première boîte que vous créez a clairement un esprit start-up. J'en discutais avec un jeune Algérien récemment qui lui aussi avait monté une start-up et qui disait que les Français issus de l'immigration sont très absents des start-up. Comment est-ce qu'on peut expliquer finalement que les start-up qui sont censées inclure tout le monde, finalement sont aussi excluantes que le monde de l'entreprise ? Je pense que le monde de l'entreprise, comme le monde de la politique ou le monde universitaire, exclut de fait les personnes issues d'origine étrangère. Mais justement, les startups, c'était justement l'anti-ça. Non, pas vraiment, parce que de toute façon, vous savez, quand vous lancez une start-up, il faut savoir lever des fonds, et à partir de ce moment-là, il faut avoir la légitimité de le faire, et une personne d'origine étrangère aura beaucoup moins de chances de pouvoir lever des fonds qu'une personne qui est née dans ce pays de plusieurs générations. Donc c'est toujours plus difficile, et comme je disais tout à l'heure, on le voit à la Sorbonne, on le voit à Sciences Po, on a 1% des personnes qui sont issues de la classe ouvrière, et d'ailleurs c'est le même pourcentage à l'Assemblée nationale. Et ça, c'est pas un hasard. Et c'est pareil dans le monde des startups d'ailleurs. Ça, c'est le monde des dominants, le monde des gens qui choisissent. Et pour nous, personnes issues de l'immigration africaine, on est considérés simplement comme des acteurs du divertissement. On nous accepte quand on fait de la musique ou quand on fait du sport, quand on s'appelle Kylian Mbappé. Mais quand on veut mener un projet sérieux, là, c'est autre chose. On est directement ostracisé, placardisé, et on nous met rapidement des bâtons en tout cas, on nous met des barrières. Et, ce qui veut dire qu'en France, donc vous confirmez que ce milieu des startups n'est pas suffisamment
ouvert comme il le devrait. Non, il n'est pas ouvert, mais de toute façon, on peut aller faire un tour, Philippe, dans le 1er arrondissement ou dans le 16e arrondissement, et vous allez voir qu'il y a très peu de personnes d'origine étrangère. Là enfin, vous parlez de ça parce que c'est là où il y a beaucoup de start-up. C'est ça, exactement. C'est dans le cœur du pouvoir profond. Que ce soit Startup Land. C'est ça, exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est pas un discours victimaire que je tiens. C'est un constat que je fais. On essayait de comprendre pourquoi finalement ce phénomène des startups qui a priori au départ, quand il a été lancé, était complètement ouvert à tout le monde. Et bien finalement, 10 ans après, on se rend compte que non, c'est pas vrai. Mais après, ça, c'est le storytelling du milieu des startups, ou en tout cas l'image qu'on essaye de véhiculer, comme la politique, où on fait croire que c'est ouvert à tout le monde parce qu'il y a des élections. Mais en soi, on sait très bien qu'il y a un système de caste et un système de pouvoir, même à l'intérieur de l'entrepreneuriat, qui fait qu'on fait en sorte que ceux qui réussissent et ceux qui puissent lever des fonds soient issus des mêmes origines socio-économiques. Avec Unity, donc, vous êtes présent, c'est votre nouveau projet humanitaire dans 71 pays. L'humanitaire traverse une crise aujourd'hui et une crise de confiance des donateurs. Est-ce que vous comprenez cette crise de confiance des donateurs ? Beaucoup de gens disent finalement, moi je ne vais pas donner car je n'ai pas confiance et je ne sais pas où va l'argent des donateurs. Et qu'est-ce que vous répondez à ça ? La confiance, je pense qu'à partir du moment où quelqu'un ne vous fait pas confiance, il faut l'accepter et considérer que c'est légitime. Tout comme une peur est légitime. Il faut l'accepter, il faut essayer de la comprendre et il faut essayer d'aller au-delà de ça. Je pense que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas confiance parce que, comme tu l'as dit, des gens ne savent pas où va l'argent. Moi, personnellement, j'ai toujours eu cette éternelle obsession de me dire, si je lance des opérations humanitaires, si je lance une organisation humanitaire, je veux qu'il y ait du concret. Je veux que les gens voient ce que je fais sur le terrain et que les gens comprennent que voilà où va l'argent. Je veux que chaque donateur sait où est parti l'argent et qu'il ait le retour d'image. Aujourd'hui, on a chaque mois des centaines de donateurs et ces centaines de personnes reçoivent des photos, des vidéos, des opérations qui ont été faites grâce à eux. Et voilà, il y a vraiment un échange qui fait que les gens... j'arrive à fortifier de la confiance et c'est quelque chose de très très important. On ne peut pas dire aux gens donnez de l'argent et vous inquiétez pas, ça va partir dans tel ou tel pays. D'ailleurs, même avec le parrainage, je mets des systèmes de parrainage dans plusieurs pays et je fais en sorte que tous les mois, les enfants qui sont parrainés fassent une vidéo ou fassent des photos, échangent avec les donateurs, parce que pour moi c'est important qu'il y ait un échange humain. C'est du social, et qui dit social dit échange humain avant échange économique. Mais comment est-ce que vous définissez votre façon de faire de l'humanitaire ? C'est de l'humanitaire de proximité, parce que vous êtes présent dans 71 pays, mais vous êtes très loin de ce qu'on connaît des grosses associations présentes justement dans autant de pays. Oui, parce que on est vraiment une organisation à taille humaine. Quand je dis une organisation à taille humaine, c'est que aujourd'hui tout le monde est en contact les uns avec les autres. Les donateurs sont en contact avec les bénéficiaires. Je suis en contact avec les bénévoles sur place. Ce qui fait que on n'est pas dans un système pyramidal où il y aurait le haut de l'échelle qui regarderait en bas, un peu comme un système politique ou un système de pouvoir. On travaille vraiment d'égal à égal. J'ai insufflé cette dynamique de cette organisation, mais je me prends pas pour un boss ou un patron. Je me considère comme un simple bénévole parmi tant d'autres et qu'aujourd'hui, je fais simplement partie de cette immense chaîne de transmission. Et à partir de ce moment-là, quand on travaille avec humilité, avec sincérité, avec authenticité, je pense qu'on peut faire de belles choses et toujours vraiment dans cette optique de rester authentique. Pour moi, c'est extrêmement important. Vous avez essayé de faire de l'humanitaire en Algérie ? Oui, j'en ai fait. Au tout début, vous disiez qu'au tout début, vous avez... mais est-ce que finalement, c'est un engagement que vous avez essayé d'avoir ? Oui, après je prépare des opérations d'ailleurs pour le mois de janvier en Algérie avec Unity, mais c'était pas ma priorité. C'est parce que justement, c'est pas parce que je suis algérien que je vais aider des Algériens, et c'était par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'était important d'aller au-delà de mes propres frontières. Le plus intéressant pour moi, c'était d'aller déjà dans les pays où la misère était le plus importante. Je parle de l'Ouganda, je parle du Rwanda, je parle du Centrafrique, je parle de la Bolivie, je parle du Venezuela, je parle de pays où la misère était vraiment prenante. En Algérie, il y a une pauvreté. Il y a une extrême pauvreté qui est en train de se générer avec la crise politique qu'on connaît, mais elle n'est pas comparable avec ce qu'on peut avoir dans certains quartiers de Bamako ou de ce qu'on peut avoir dans certains ghettos de Soweto en Afrique du Sud. Ouais. Enfin, ceci dit, on va avoir des choses à faire en France dans pas très longtemps. Enfin, ça a commencé, mais pour ceux qui cherchent des travaux pratiques...
Il y a des choses à faire en Non, mais France. je pense qu'en France, il y a des... Avec la crise, là, clairement, ça va être violent. Oui, mais déjà bien avant la crise. Le 1er février 54, l'abbé Pierre fait un appel aux ondes de la radio Luxembourg. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait comprendre au peuple français que oui, on est peut-être une puissance, mais que sur nos trottoirs, dans nos métros, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui meurent de froid. Et à partir de ce moment-là, on s'est aperçu qu'il y avait une extrême pauvreté dans les rues en France. Si on va dans les rues de Paris, mais dans n'importe quelle aujourd'hui métropole française, il y a une pauvreté. Et à partir de ce moment-là, il faut répondre à cette pauvreté. Mais je suis pas inquiet par rapport à ça, parce que vous pouvez aller dans n'importe quelle grande ville de France, vous allez voir des équipes qui font des maraudes, et on voit qu'il y a juste dans le monde, on a 600 000 travailleurs humanitaires. Donc ça montre qu'il y a quand même une prise de conscience. Et même si j'ai un constat qui parfois est difficile, je reste optimiste parce que j'ai aussi vu de belles choses et j'ai vu quand même une chaîne de solidarité qui s'est construite. Et surtout en France d'ailleurs. L'abbé Pierre qui fait partie des personnes qui vous inspirent. Henri Grouès. Ouais. Henri Grouès, ouais, il m'a énormément inspiré, il m'a marqué. C'est un homme qui aurait pu se draper de sa bonne conscience d'être un homme de foi et finalement de se dire je suis un homme de bien et j'ai pas besoin d'aller au-delà de mes propres limites. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné sa vie à l'engagement humanitaire. C'est un homme qui a été député et qui reversait l'intégralité de ses revenus de député. Ça, aujourd'hui, c'est impensable à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui reverse l'intégralité de son revenu. Et voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment... Je pense qu'à partir de... Ça a été l'an 1 de l'engagement humanitaire en France. Alors vous conseillez plusieurs livres à lire dans votre livre, le livre d'Alexandre Mars, le Bill Gates français, ça s'appelle La Révolution du partage. C'est ça, c'était son premier livre. C'est un livre qui vous a inspiré ? Oui, il m'a inspiré dans le sens où il a démontré qu'aujourd'hui, l'humanitaire pouvait évoluer. Il pouvait évoluer. Tout à l'heure, tu en parlais sur le fait que les gens n'ont plus confiance, par exemple. Donc, à un moment donné, il faut répondre à ce manque de confiance en essayant d'être innovant. Et je pense que avec l'arrondi au salaire, avec des techniques vraiment de marketeurs, vraiment d'entrepreneurs, je pense qu'Alexandre Mars a déjà insufflé ça. Et voilà, j'ai trouvé son livre intéressant et c'est pour ça que je l'ai cité dans mon ouvrage. Alors un autre, c'est un indien un mystique indien qui vous a beaucoup influencé, c'est Hazrat Inayat Khan. C'est ça. Hazrat Inayat Khan, c'est un maître soufi indien qui m'a énormément appris sur la quête de sens et le sens de la vie. Et donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est un peu plus ésotérique ou spirituel, mais qui en tout cas m'a permis de comprendre quel était mon objectif sur Terre et quels étaient mes devoirs. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez été un footballeur finalement un bon footballeur? Un bon footballeur. Footballeur qui jouait dans un grand club, avec des gros salaires, avec un avion. Honnêtement, je pense que... Est-ce que vous auriez fait de l'humanitaire? Certainement pas, déjà, je pense. Mais c'est pas ça vraiment le... Parce qu'avant de faire de l'humanitaire, c'est-à-dire avant de passer à la générosité, il faut passer par la compassion. Il y a des étapes qui précèdent la prise de conscience et en tout cas l'engagement. Et la compassion est une étape essentielle, voire primordiale. Et je pense que quand on vit dans le luxe, quand on vit dans l'argent, je pense que la compassion est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas palper. Et je pense qu'en tant que footballeur ou même en tant que grand artiste, ou ce que vous voulez, à partir du moment où on atteint un certain degré de niveau social, on oublie ce que c'est la compassion pour les autres. C'était le premier book club de Badis Diab. C'est normal, c'est votre premier livre. Il s'appelle Agir pour exister au service de l'action humanitaire. L'éditeur, c'est Spinel. Merci d'avoir été avec nous, Badis. Ravi de vous avoir rencontré. Vous réécoutez l'émission sur beurrefm.net en podcast. Vous regardez l'émission également sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez un très bon dimanche.